Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste Nashti emmenée par le héros Nasfark. On va voir les caractéristiques et les compétences et je vais vous expliquer comment jouer cette liste. Voici donc la liste emmenée par le héros Nasfark, défenseur de Dal-Efs. Cette liste comprend 8 figurines, il y a 7 cartes d'activation et la liste fait 176 points. On va débuter en douceur par la sentinelle de même Efs. Voilà, donc lui il coûte 18 points au niveau du recrutement. C'est tout à fait possible d'en recruter 2 dans une liste. Donc il a 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 2 points d'action par tour. Ses valeurs de mouvement sont du 4-6-10, donc 4 en marche, 6 en charge, 10 en course. C'est une taille 2. Il a la compétence contrôleur des automatons 4 PA et sa table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc, au niveau de la compétence contrôleur des automatons 4 PA, le contrôleur possède une réserve de 4 PA par tour disponible uniquement pour les automatons, donc ce sont pour les deux automatons de combat. Chaque automaton se trouvant à moins de 8 pouces d'un contrôleur au cours de son activation peut piocher jusqu'à 2 PA dans cette réserve. Les PA peuvent être utilisés pour effectuer des actions et ou gardés pour bénéficier de la règle Zagé. Donc vous l'aurez bien compris, l'interaction entre la sentinelle et les automatons est évidemment très importante. Et lorsque vous allez activer les automatons, il faudra que ceux-ci soient à moins de 8 pouces de la sentinelle pour prendre jusqu'à 2 PA maximum dans la réserve de 4 PA. Donc chaque automaton pourra prendre 2 PA chacun et pour l'utiliser pour s'activer ou bien pour les garder au cas où si voilà, on vient les attaquer pour être aux aguets. Voilà, donc évidemment, par contre, la chose à savoir, c'est que si votre sentinelle est mise hors de combat et retirée du jeu, les automatons ne peuvent plus rien faire. Voilà, donc évidemment, il faut que tout le temps vos automatons soient autour en fait de la sentinelle. Bon, après la sentinelle, voilà, c'est vraiment une troupe de base. C'est pas un très gros combattant. Enfin, il est table de combat honnête. Voilà, 3 en combat, 10 en défense, 3 en réflexe. Voilà, 8 points de vie. Donc voilà, ça sera un bon combattant, mais évidemment, tout son intérêt est d'activer entre guillemets et de donner des PA aux automatons. On voit maintenant justement les deux automatons de combat à Mez. Donc chacun coûte 8 points au niveau du recrutement. Au verso de la carte, vous voyez aussi le chiffre 2, donc c'est le nombre de cartes et non pas le nombre de figurines. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez recruter une autre carte qui comprendrait de nouveau 2 automatons de combat. Ça veut dire que dans une liste, vous pouvez très bien avoir jusqu'à 4 automatons. Voilà, c'est une possibilité. Chacun coûtant 8 points bien sûr de recrutement. Donc les automatons de combat, donc eux ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 2 rouges. Vous voyez, chacun en fait a une ligne de vue, donc ils sont bien sûr, ils ont chacun leur ligne de vie. Ils n'ont pas d'esprit, donc ça par exemple c'est super utile, bien sûr ils sont pas effrayés. L'immunité diplomatique, ils s'en fichent, et ils sont aussi complètement insensibles en fait à l'alchimie. Ils ont 2 en réflexe, ils ont 3 points d'action, ils ont 10 en défense. Par contre, ils n'ont pas de points d'action, c'est bien marqué le chiffre 0. Et au niveau des mouvements, ils ont 5 en marche, 7 en charge et ils n'ont pas de valeur de course. Ce sont des tailles 1. Ils ont la compétence automaton et la table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc voyons maintenant la compétence automaton. Un automaton n'est pas considéré comme une figurine en jeu pour les conditions de victoire et ne fait pas partie de la troupe. Donc vous l'aurez compris, c'est-à-dire que si vous tuez toutes les figurines ennemies, enfin toutes les figurines, et que vous laissez que les automatons ne font pas partie de la troupe, donc du coup ça sera une égalité. Et bien sûr ils ne font pas partie pour les conditions de victoire, par exemple sur des scénarios comme le marché de la corne, par exemple, qui prend en compte en fait le nombre de PA que possède une figurine pour le scénario, eux ils ne sont pas pris en compte. Hormis s'il possède la compétence autonomie, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui est le cas par exemple des automatons autonomes, il ne peut pas remplir les conditions de scénario. Voilà. Il ne peut pas être la cible de formule et ne peut pas effectuer de jet ou d'action s'il ne possède pas la caractéristique associée. Donc voilà, ils peuvent pas être, c'est ce que j'expliquais, ils ne peuvent pas être pris la cible de formule. Et donc ce qui est juste dit avant, ils ne peuvent pas remplir les conditions de scénario, c'est bien ce que je disais. Lorsqu'une carte automaton est activée, au moins un automaton doit effectuer une action. Les autres automatons associés à la carte ne sont pas tenus de le faire, mais si aucun automaton ne peut effectuer d'action, l'activation de la carte est annulée et c'est au même joueur d'activer une carte. Jusqu'à 2 fois au cours de son activation, un automaton peut piocher un PA dans la réserve d'un contrôleur se trouvant à 8 pouces ou moins de lui. Des PA piochés peuvent aussi être gardés pour effectuer des réactions.
une carte automaton ne peut pas être réactivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est qu'admettons si par exemple vous jouez avec deux sentinelles dans votre liste, et admettons vous avez deux sentinelles, chacune va en fait par exemple prendre un PA sur une première sentinelle, elles vont faire une marche, et par exemple à la fin de leur marche, elles pourront prendre 2 PA sur l'autre sentinelle. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible en fait de faire des choses un petit peu de cette façon. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris au niveau du fonctionnement des automatons. Donc voilà, eux, ils sont vraiment là pour combattre, ils peuvent rien faire d'autre chose, ils peuvent pas jouer le scénario. Donc vraiment, ils sont là pour jouer le combat. Et puis, ils s'en tirent plutôt bien, vous voyez, avec un 3 en combat, 10 en défense. Ils peuvent charger jusqu'à 7, donc ils ont quand même une charge qui est plutôt pas mal. La table de dommages, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, c'est évidemment un excellent choix pour 8 points, c'est vraiment pas cher au niveau du recrutement. Pour 16 points, vous avez 2 automatons de combat. Voilà, par contre, et bien sûr, ils sont totalement dépendants de la sentinelle. Et bien sûr, il faut que la sentinelle soit en vie. Dès que la sentinelle est mise hors de combat, qu'elle est tuée, les automatons ne pourront plus du tout jouer. On va voir maintenant le Sidouros de Shimeps. Donc lui, il coûte 21 points au niveau du recrutement. Pareil, comme indiqué sur la carte, vous pouvez très bien en recruter 2 dans votre liste. Voilà, donc eux, ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 2 rouges. Ils ont 5 en esprit, 2 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Ils ont 2 points d'action. Valeur de mouvement, c'est du 4, 6, 10. Ce sont des tailles 2. Ils ont 2 plaques dorsales. Ils sont garde Nashti. Et ils ont aussi la compétence protecteur. Et la table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc au niveau de la plaque dorsale, dès qu'une figurine dotée de cette compétence subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, elle réduit les dommages du nombre de plaques dorsales actuelles sans minimum. La figurine perd une plaque dorsale. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les figurines possédant au moins une plaque dorsale ne peuvent pas effectuer de course. Donc vous l'aurez bien compris, au début du jeu, vu qu'il a 2 plaques dorsales, il ne peut pas courir. Et tant qu'il a une plaque dorsale, il ne peut pas courir. Par contre, c'est-à-dire, voilà, donc 2 plaques dorsales, c'est-à-dire que, admettons, si quelqu'un, lors d'un premier jet de combat, vous fait 4 dommages, vous prendrez que 2 dommages, puisqu'il y aura 2 des dommages qui seront absorbés par les plaques dorsales, et vous perdez une plaque dorsale. Voilà, et du coup, il vous en reste une. S'il vous refait 3 dommages, vous prenez de nouveau que 2 dommages, et vous perdez votre dernière plaque dorsale. Ensuite, garde Nashti, donc cette compétence est inutilisable si la figurine ciblée est un Ouroboros ou un automaton, donc là en l'occurrence bien sûr vous ne pouvez pas garder les automatons. Une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine amie qui se trouve à 2 pouces ou moins de elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Voilà, donc vous aurez bien compris, cette compétence permet de protéger une figurine qui va se trouver jusqu'à 2 pouces ou moins du Sidouros. Donc évidemment c'est super intéressant parce que par exemple vous allez pouvoir protéger votre héros Nasfark ou bien ou l'alchimiste ou bien une autre figurine, et donc ça c'est évidemment très très intéressant en cas de tir, notamment par exemple parce que votre héros Nasfark taille 3, il va être très certainement la cible des tireurs en face, donc vous pourrez changer la position. Donc ce qu'il faut bien penser bien sûr, c'est de mettre votre Sidouros à proximité de la figurine que vous voulez garder. Pour finir, la compétence protecteur, donc en dépensant un PA, la figurine possédant cette compétence peut utiliser la compétence garde Nashti même si elle est en combat. Le protecteur effectue un désengagement, son socle et celui des figurines adverses sont déplacés au minimum pour ne pas être en contact. La compétence garde Nashti est ensuite résolue. Donc vous voyez, la compétence garde, il ne faut pas être au combat, mais là la compétence protecteur permet de pouvoir utiliser un PA et de malgré tout faire la garde, même si votre Sidouros est en combat. Voilà, donc clairement c'est une troupe de défense, vous l'aurez bien compris, et de protection. Après cependant, avec son 4 en combat et en son défense, il est plutôt pas mal aussi au niveau du combat. Vraiment, il se défendra très très bien contre des troupes de base. Et évidemment, par contre, contre les troupes semi-élite ou élite, il aura évidemment beaucoup plus de difficultés. Cependant, dans un premier temps, ça sera toujours compensé aussi grâce à ses plaques dorsales. On voit maintenant l'alchimiste de la liste Arosté, donc lui il coûte 22 points au niveau du recrutement, donc il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges, il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, il a 2 points d'action, ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10,
C'est une taille 2, il est alchimiste du cercle extérieur feu, il a la compétence confusion, et au niveau de sa table de dommages, c'est 1, 1, 1, 2, 2, 3. Donc alchimiste du cercle extérieur feu, à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Et au niveau de la compétence confusion, donc tant qu'elle se trouve à 4 pouces ou moins de la rostée, les figurines ennemies ont moins en esprit pour tout jet associé à cette caractéristique. Donc par exemple c'est pour lancer les formules, et bien sûr ça peut être aussi une bonne combinaison avec le héros Nasfark qui est effrayant 14, donc du coup ça ferait comme si ça faisait monter la valeur de l'effrayant à 15. Voilà, donc plutôt intéressant. Maintenant il a une seule et unique formule qui est la fusion thermique, il n'y a pas besoin d'être concentré, vous voyez c'est marqué 0. Il doit utiliser 2 composants feu, il va cibler en fait une figurine ennemie et une figurine amie à portée, donc c'est-à-dire à 6 pouces, ou bien ça peut être lui-même, l'alchimiste lui-même. Si la figurine ennemie est dotée d'une compétence de la liste ci-dessous, la formule permet de la copier et de la transmettre à la figurine amie jusqu'à la fin du tour. Et donc ce sont les compétences allonge, bond, botte, chef, coriace, effrayant, enchaînement, expert, feinte, furtivité, garde, maître combat, maître tir, perce armure au combat, perce armure au tir, pisteur, sans faille, sans peur, tireur émérite. Et au niveau des améliorations, donc c'est 2 pierres pour une cible amie supplémentaire à portée et ou 2 pierres pour une compétence supplémentaire de la figurine ennemie. Donc vous aurez bien compris, vous allez pouvoir copier une compétence chez les ennemis que vous allez pouvoir donner à des figurines amies. Donc voilà, après évidemment ça tout dépend des compétences de la liste contre laquelle vous allez jouer. Mais par exemple ça peut être très bien la longe, ça peut être très bien l'enchaînement, ça peut être un expert brutal. Enfin, voilà, vous voyez toute la liste, et ça vous pouvez le donner par exemple à Nasfark, ou bien au Nasabreur, ou bien au Narêtre. Vous voyez, donc c'est vraiment, suivant la circonstance, ça peut être extrêmement puissant. Voilà, donc bien sûr, il faut bien vous placer, il faut copier la bonne compétence, la filer aussi à la bonne figurine chez vous, évidemment pour optimiser un petit peu tout ça. Donc il y a plein de choses, évidemment c'est très situationnel et en fonction des compétences des adversaires. Après, sur le profil lui-même, vous l'avez bien compris, la Rostée c'est vraiment pas un profil de combat, hein, il a 2 en combat, il a une faible table de dommages, donc il n'est pas fait pour ça, vraiment ça sera pour jouer l'alchimie, pour jouer sa formule, et puis pour éventuellement baisser l'esprit en fait des adversaires, et éventuellement pour jouer aussi le scénario bien sûr. On voit maintenant le Nasabreur de Zein, donc lui il coûte 23 points au niveau du recrutement, pareil vous pouvez avoir 2 Nasabreurs dans votre liste. Lui il a beaucoup plus de points de vie, par contre il en a 9, donc 4 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 12 en défense, 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement c'est aussi du 4-6-10. Il est taille 2, il est la compétence sournois et sa table de dommages est 3-2, 3-4, 3-4. Alors vous voyez la table de dommages est un peu particulière, est un peu bizarre. Voilà, mais on va expliquer un petit peu tout ça parce que bien sûr c'est très bien combiné avec la compétence sournois. Sournois, donc une figurine possédant cette compétence peut choisir 2 cartes de combat lors d'un combat. Après révélation des cartes de combat, le joueur choisit la carte de combat qu'il veut parmi les deux. Si l'adversaire joue inactif ou parade, le sournois peut choisir sa carte d'attaque après avoir fait son jet de combat. Donc, vous l'aurez bien compris, lors des combats, vous mettez 2 cartes de combat. Alors, bien sûr, si vous chargez, vous êtes obligé de mettre bien sûr 2 cartes d'attaque. Par contre, si vous êtes déjà en combat, vous pouvez jouer une carte d'attaque et par exemple de parade, ou bien aussi une carte d'inactif. Donc ça peut être aussi super intéressant de mettre par exemple des fois inactif et puis une carte d'attaque si vous pensez que votre adversaire va faire une parade. Et dans ces cas-là, après la révélation des cartes, vous choisissez inactif et comme ça votre adversaire a dépensé 1 PA pour rien. Voilà, donc vous voyez, ça a le coup très intéressant. Ou bien si par exemple votre adversaire, je sais pas moi, fait une attaque et vous mettez une attaque et une parade, à vous de choisir en fonction aussi de la carte que vous allez choisir. Et puis dernier cas, vous voyez donc là où le coup est très intéressant par rapport à la table de dommages, si votre adversaire a fait inactif ou parade, vous allez choisir en fait votre carte d'attaque. Si bien sûr vous avez joué une carte d'attaque après avoir fait votre jet de combat. Donc si par exemple vous avez fait une carte d'attaque rapide et une carte d'attaque brutale,
eh bien vous lancez vos dés. Par exemple, votre adversaire, s'il a fait une active, bien sûr il n'a pas de jet à faire, et par contre s'il a fait une parade, il fait son jet de parade, et si vous remportez le jet, ou bien si vous blessez dans le cas où il a fait une active, eh bien c'est là où vous choisissez si vous faites une rapide ou une brutale. Et dans ces cas-là, vous allez décaler à gauche ou à droite, et justement c'est très intéressant par rapport à sa table de dommages un peu atypique, où il y a du 3-2, 3-4, 3-4, voilà. Donc vous voyez, vous comprenez un petit peu le principe. Voilà, donc c'est un bon combattant. Il a que 3 en combat, mais c'est une valeur tout à fait normale. Par contre, il est à 12 en défense, donc lui, il est très difficile à toucher. Bien sûr, avec la compétence sournois, vous allez toujours pouvoir vous arranger pour quand même avoir un avantage par rapport au combat, et notamment de choisir la carte qu'il faut pour avoir tout le temps des bonus au combat et pour pouvoir blesser plus facilement. D'autant plus, il a aussi 4 en réflexe, il a une bonne ligne de vie, il a quand même une belle table de dommages. Donc voilà, c'est un bon combattant. Il faut le jouer de façon, c'est assez subtil au niveau du jeu. Voilà, faut vraiment pas y aller tête baissée, faut bien réfléchir. D'autant plus que avec la compétence sournois qui vous permet de jouer 2 cartes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et de façon très très maligne en fait, on va dire. On voit maintenant le Narastre de Hal F. Donc lui il coûte 26 points au niveau du recrutement. Pareil, vous pouvez aussi en recruter 2 dans une liste. Voilà, donc lui il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 7 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Il a 2 points d'action, ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10. C'est une taille 2, il a la longe, il a la double attaque et sa table de dommages est 2, 2, 4, 3, 3, 5. La longe, bon ça je rappelle, mais bien sûr c'est très connu. Les figurines dotées de cette compétence n'ont pas besoin d'être en contact pour combattre. Elles peuvent initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elles. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine. Il peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Lors d'un désengagement, une figurine avec allonge qui perd le jet de réflexe en opposition ne peut pas être blessée par des figurines sans allonge. Une figurine sans allonge ayant été chargée par une figurine avec allonge mais sans être en contact peut l'engager lors de son activation. Et au niveau de la double attaque, donc chaque fois que la figurine dotée de cette compétence joue une carte de combat autre que inactive, elle peut utiliser cette compétence pour gagner une carte de combat gratuite autre que inactive contre une autre figurine avec qui elle est aussi en combat. L'utilisation de cette compétence s'annonce juste avant de dévoiler sa carte de combat. Les combats s'effectuent l'un après l'autre, la figurine réduit sa valeur de combat de 1 pour les 2 combats. Donc vous l'aurez bien compris. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en combat contre 2 figurines adverses, d'autant plus ça est bien combiné avec la longe, vous avez le choix d'utiliser la double attaque. Si vous le faites, il faut l'annoncer avant que vous fassiez le combat, avant de dévoiler les cartes de combat. Et dans ces cas-là, vous réduisez de 1 votre valeur de combat, ce qui fait qu'elle tombe à 3 plutôt que 4. Mais vous allez faire un combat contre la première figurine et ensuite vous allez faire un combat contre la deuxième figurine. Donc c'est évidemment super intéressant parce que là quelque part vous allez faire utiliser des points d'action à vos adversaires, et puis des fois vous allez pouvoir aussi taper sur un adversaire qui finalement n'a plus de points d'action. Et du coup, c'est à dire que pour 2 PA, potentiellement vous pouvez faire 4 combats, on va dire. Donc voilà, là évidemment le coup très malin à jouer de votre part, c'est bien sûr d'utiliser la longe, de pouvoir attaquer entre guillemets 2 figurines en même temps. Si bien sûr en plus elles n'ont pas la longe, je dirais c'est un petit peu tout bénef, parce que là vous allez pouvoir utiliser et la longe sans peur d'être blessé, et puis en plus d'utiliser la double attaque pour blesser 2 figurines adverses en même temps. Voilà, donc c'est vraiment une troupe super intéressante, d'autant plus qu'il a, il a 5 en réflexe, il a quand même 9 points de vie, il a 11 en défense, donc il est moins facilement touchable. Il a quand même un 4 en réflexe et en 4 en combat, et même si vous utilisez la double attaque, il tombe à 3, donc c'est une valeur tout à fait normale. Et puis en plus la table de dommages 2, 2, 4, 3, 3, 5. Voilà, ça veut dire que même en jaune ou en rouge, il pourra faire aussi du 4 de combat, du 4 en dommage, si vous utilisez par exemple l'attaque brutale, puisque vous aurez quand même une bonne chance de faire une épée et une hache lors des jets de combat. Alors donc une figurine évidemment très intéressante à jouer. Et on finit avec le héros Nasfark, défenseur de Dal S. Donc lui il coûte 50 points au niveau du recrutement. Évidemment il coûte très cher. Il a beaucoup de points de vie, il en a 11 en totalité, donc 4 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 6 en combat, 10 en défense, il a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10. C'est une taille 3. Il est effrayant 14, et ensuite il a la compétence projection, provocation, et au niveau de la table de dommages c'est 3, 3, 4, 4, 5, 6. Voilà, on va voir bien sûr ses compétences. Effrayant 14, donc avant qu'un combat soit initié par
ou contre une figurine dotée de cette compétence, la figurine adverse doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de 14. Si c'est un échec, tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un des malus à tous ses jets. Les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs. La projection. Une fois par tour au cours de son activation, Nasfark peut dépenser un point d'action pour effectuer un jet de combat en opposition avec une figurine adverse en contact. En cas de réussite, la figurine adverse est repoussée à une distance en pouces équivalente à la différence entre les deux résultats, avec un minimum de 1 et un maximum de 4. De plus, elle perd autant de points de vie que la différence entre les deux résultats, avec un maximum de 4. La figurine est repoussée dans la direction opposée au socle de Nasfark. La figurine n'effectue pas de jet de désengagement. Si la figurine entre en contact avec un obstacle, elle s'arrête. Si cet obstacle est une figurine adverse, elle est placée au plus proche sans être au contact. Vous l'aurez compris, donc pour un PA, vous pouvez repousser une figurine qui est en contact contre vous et vous allez pouvoir, bien sûr, vous faites un jet de combat en opposition. Donc lui, il a quand même 6, hein, évidemment, c'est un très fort avantage. Et vous allez repousser d'autant de pouces, donc entre 1 et 4, enfin entre comment dire, vous allez repousser autant de pouces que la différence entre votre jet de combat et celui de votre adversaire, si bien sûr vous le gagnez. Et il pourra en plus prendre jusqu'à 4 dommages. Vous voyez, donc c'est évidemment extrêmement intéressant. Sa dernière compétence, provocation, donc une fois par tour lors de son activation, Nasfark peut gratuitement désigner jusqu'à 2 figurines ennemies sur lesquelles il a une ligne de vue qui se trouve à 3 pouces ou moins de lui. Chaque figurine désignée ne peut plus effectuer de déplacement hormis une charge contre Nasfark ou une marche pour se rapprocher de lui par le plus court chemin si elle n'est pas en mesure de le charger. L'effet prend fin si Nasfark n'est plus dans les 3 pouces de la figurine ou s'il provoque d'autres figurines. Les figurines dotées de la compétence Sans Peur sont immunisées contre cette compétence. Donc là encore une fois, vous l'aurez bien compris, il va pouvoir désigner 2 figurines ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de lui, et la figurine désignée, elle sera obligée en fait de charger Nasfark ou de faire une marche pour se rapprocher de lui s'il ne peut pas le charger. Donc voilà, vous quelque part un petit peu vous bloquez évidemment une figurine adverse. Donc ça peut être très intéressant à faire en fin de tour, puisqu'après en début de tour, le héros, si vous faites ça par exemple sur un héros, le héros sera obligé de venir vous charger. Et puis en plus n'oubliez pas que vous avez là, en plus la projection. Donc par exemple il peut venir vous charger, vous faites le combat et lors de votre de votre activation par exemple, vous pourrez dépenser un PA pour en plus après repousser par exemple la figurine. Voilà, donc il y a plein de choses tactiques à faire avec ce héros. Évidemment, il est super costaud, hein, une ligne de vie très forte. Il a 600 combats. Par contre, il a quand même un faible défense, il n'a que 10. Il a une tête de dommage qui est très forte. Donc, évidemment, il faut faire attention au tir. Et ça, je dirais, n'hésitez pas à utiliser le Tsiduros qui va protéger Nasfark, de faire, d'utiliser la garde pour le protéger. Ça sera super intéressant pour les tirs. Et aussi bien, par exemple, pour l'alchimie. Donc le bon combo à faire, c'est d'utiliser Nasfark et puis le Tsiduros. Et puis bien sûr, avec 4 PA, vous allez pouvoir jouer le scénario, vous allez pouvoir aller attaquer les figurines ennemies. Lui, il a peur de rien ni de personne. En plus, avec son effrayant 14, la projection, la provocation, il est vraiment très fort. Faites attention cependant, il a quand même que 10 de défense, donc il est quand même facilement touchable par tout type de figurines ennemies. Voilà, donc vous aurez bien compris en fait au niveau du résumé de cette liste, il y a vraiment beaucoup de choses à faire entre un héros qui est vraiment très costaud, de pouvoir copier des compétences adverses avec l'alchimiste, un peu les trucs de combat très malins à faire entre le Narêtre et le Nasabreur, la protection du Tsiduros que vous allez bien sûr à mon avis, le plus gros avantage c'est de faire sur le héros, et puis le combo entre les sentinelles et les automatons, qui eux, les automatons, vont bien sûr pouvoir combattre à moindre coût de recrutement. Voilà, donc c'est une liste quand même assez orientée sur le, sur le combat, malgré tout. Et puis il faudra trouver un équilibre entre le combat et puis bien sûr jouer aussi le scénario. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!